Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. C'était la tournée d'adieu de Barack Obama en Afrique. Le premier président noir des États-Unis d'origine kenyane ne s'est rendu que 2 fois sur le continent. Après le Kenya, Barack Obama s'est exprimé ce mardi à la tribune de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Une première pour un président américain. Alors quel bilan pour Barack Obama en Afrique? Peut-on parler d'une perte d'influence des États-Unis sur le continent au profit peut-être de la Chine? Eh bien on en parle ce soir avec nos invités, avec vous, David Gakounzi, bonsoir. Vous êtes président du Paris Global Forum. Avec nous, Louis Magloire-Kemayou, bonsoir. Vous êtes journaliste indépendant, président du Club de l'information africaine. Avec nous, Pierre Boisselet, bonsoir. Vous êtes journaliste à Jeune Afrique et vous suivez notamment les dossiers qui ont un lien entre les États-Unis et l'Afrique. Et puis Antoine Glaser, bonsoir. Journaliste, écrivain, auteur de Africa France, quand les dirigeants africains deviennent les maîtres du jeu, et c'est aux éditions Fayard. Alors avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter Barack Obama. C'était à la mi-journée à Addis Abeba devant l'Union africaine. Je me tiens devant vous comme un fier Américain. Je me tiens aussi devant vous comme le fils d'un Africain. L'Afrique et son peuple ont aidé les États-Unis à devenir une grande nation. Et l'Afrique et son peuple ont aidé à façonner ma personnalité et la manière dont je vois le monde. David Gakounzi, vous l'avez ressenti durant ces 2 mandats que c'était le fils d'un Africain, Barack Obama? Oui, c'est le fils d'un Africain parce qu'il a cette faculté d'accepter le monde dans sa pluralité. Parce que l'Afrique, c'est ça. L'Afrique, c'est un peu un continent monde. Et je crois que Barack Obama incarne cela. Bien évidemment, il est d'abord le président des États-Unis, donc il défend les intérêts des États-Unis, mais il reste préoccupé, et on le sent dans le discours, par les petites gens. Et je pense que c'est ce qui fait sa force. Il parle à tout le monde, mais on a l'impression qu'il s'adresse d'abord aux jeunes, aux femmes, aux pauvres. Et je pense que dans son discours là aujourd'hui, il s'est servi de sa stature du président de la première puissance du monde pour parler au nom de tous ces gens-là qui sont en marge en Afrique. Louis Magloire-Kemayou, il y a eu une résonance de ce discours. Il a résonné quand vous l'avez entendu? Pas beaucoup, parce qu'il arrive quand même en fin de mandat. Les attentes étaient en début de mandat. Des attentes qui ont été énormément déçues de la part des Africains, parce que même s'il est le président des États-Unis et que son père est kényan, pour les Africains, c'était un peu leur présence aux États-Unis, leur avocat en quelque sorte auprès des grandes puissances, notamment des États-Unis et au Conseil de sécurité des Nations Unies, un rôle qu'il n'a pas joué, un rôle sur lequel il s'est défilé, et qu'il s'agisse de la crise en Libye, où on pensait qu'il aurait un point de vue et un positionnement qui changerait la donne. On ne l'a pas beaucoup entendu. Sur les crises en Afrique et même sur la participation des États-Unis au développement du continent africain, on a eu l'impression qu'il était en marge. Il a fallu la fin de son mandat pour qu'on commence à voir qu'il avait lancé ce programme Power Africa qui commence aujourd'hui à avoir de la résonance, même si au niveau politique, ça bloque un peu au Sénat. Il a fallu. Vous pouvez nous rappeler ce qu'est ce programme Power Africa? C'est un programme pour électrifier le continent africain qui est aujourd'hui concentré sur les pays anglophones, pour la plupart, dans un premier temps. Le Nigeria, le Ghana, le Kenya. C'est le programme de Jean-Louis Borloo, ce que Jean-Louis Borloo veut faire en France, si on peut faire un petit comparatif. Avec de l'argent. Il a copié. Il l'a fait avant Borloo. Et il est dans son projet avec à la fois des fonds américains, c'est-à-dire à peu près 7 milliards, et puis des fonds qui viennent de la Suède et d'une autre fondation dont j'ignore le nom. Donc là, il a cela qu'il peut déjà proposer. Il a pris l'initiative avec les jeunes leaders africains, où il a lancé une initiative qui permet aux jeunes d'aller, par exemple, aux États-Unis, travailler, se former surtout, pour représenter valablement leur continent, leurs entreprises à l'international. Donc, il a fait des choses, mais trop tard, vous dites. Il a fait des choses sur le tard, oui. Vous êtes d'accord avec ça, Antoine Glaser? Oui, c'est-à-dire que, franchement, les Africains ont dansé dans toutes les capitales quand Barack Obama, en disant c'est l'un des nôtres qui est sur le toit du monde. Mais franchement, faut pas prendre. Les Africains ont bien compris. Et dès le départ, c'était d'abord le président des Américains qui s'occupait. Ses grands dossiers à lui, c'était l'Iran, avec qui il a renoué, ou Cuba. Et puis le troisième grand dossier, c'était tout ce qui était Asie. Mais l'Afrique n'était pas vraiment ses priorités, sauf la lutte antiterroriste dans la corne de l'Afrique.
Pour le reste, on voit bien qu'au niveau économique, je veux dire, les Chinois, c'est 200 milliards de dollars, les Américains, c'est 70 milliards. Je veux dire, on voit bien que c'est les Chinois qui sont largement maintenant l'interlocuteur privilégié des Africains pour tout ce qui est sur le plan économique, et Barack Obama avec son aisance habituelle qui rigole politiquement en disant, voyez, moi j'ai fait déjà 2 mandats, je ne veux pas faire un 3e, vous les Africains, il ne faut absolument pas en faire un 3e et tout. D'ailleurs, la plupart du temps, il fait rire les gens en disant, en plus vous êtes riches, il est temps de partir. Mais on sent qu'il va pas en Arabie Saoudite ou au Qatar dire aux émirs, écoutez, vous êtes là, vous êtes là depuis un certain temps. Oui, mais ils sont... Finalement, c'est un peu choquant, ça. Finalement, il leur fait un peu la leçon. Oui, ce qu'ils n'oseraient pas faire à d'autres alliés peut-être plus stratégiques. Il leur fait la leçon, d'abord, à sa façon, et franchement, il n'y a pas besoin de Barack Obama sur le problème du renouvellement des troisième mandats sur le niveau des constitutions. Je veux dire, c'est un peu en France, une porte ouverte. Mais ce qui est vrai, c'est que politiquement, il a sa façon à lui de le dire. Et c'est quelque chose qui est quand même extrêmement important. Et surtout, contrairement aux anciennes puissances coloniales qui sont toujours restées scotchées avec les dirigeants de leur précaré, lui, comme c'est pas justement une colonie, c'était pas une colonie américaine, lui, il a été le premier à aller au-devant des jeunes et des femmes. Et ça, c'est une réalité. Et au-devant des sociétés civiles africaines, ce que peuvent difficilement faire nos présidents qui ont besoin des chefs d'État qui sont dans leur ancien précaré. Pierre Wassel, je vois que vous réagissiez à ce tweet qui disait que Barack Obama finalement n'était qu'un séducteur avec le continent africain. Alors il y a cet autre tweet, le fait qu'il ne cesse de marteler aux Africains le respect des institutions, liberté de presse, droits de l'homme, cela est salutaire. Et puis il y avait un autre tweet qui le traitait justement de séducteur dans sa relation. Il avait suscité beaucoup d'espoir. La réalité, Obama est juste un séducteur. L'Afrique doit comprendre que seul le travail paye. Oui, effectivement. En fait, moi, j'ai l'impression que le fait qu'il soit le fils d'un Africain, le fait qu'il soit le premier président noir, ça lui donne une liberté de ton pour s'adresser à l'Afrique que d'autres n'auraient pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, quand il était au Kenya, il a beaucoup insisté sur la question des mutilations génitales et des mariages forcés. Et il a dit « les sociétés civilisées ne font pas ça ». Je ne sais pas si un autre président occidental se serait permis d'utiliser ce genre de terme qui... Sur l'homosexualité également, il a été assez... Sur l'homophobie, par exemple, sur le continent, il n'y a pas un seul autre personnalité occidentale qui soit exprimée d'une façon aussi ferme, surtout au Kenya. Voilà, donc j'ai l'impression parfois il se sert de cette popularité, qui est réelle, on l'a vu vraiment au Kenya, et de son image pour adopter un langage beaucoup plus direct. Mais on oublie souvent, concernant pardon David, on oublie souvent parlant des États-Unis que dans les années 60, s'il y a un pays qui a poussé aux indépendances, c'est les États-Unis, avec dans une moindre mesure la Russie, parce que quand ils poussent, ils n'ont pas de colonies. Ils ont besoin d'avoir véritablement autour d'eux des pays libres. Et les pays africains sont encore colonisés. C'est là que commencent les rapports des États-Unis avec l'Afrique. Et à ce moment-là, les États-Unis jouent un rôle vertueux. Après, ils se mettent un peu en retrait en préférant travailler le multilatéral plutôt que le bilatéral. C'est-à-dire, quand ils veulent donner de l'argent, par exemple, ça passe davantage par le FMI, par la Banque mondiale, que de trésor public à trésor public. Là est toute la différence. Ce qui fait que les États-Unis sont restés pendant très longtemps effacés du jeu. Et c'est avec Bush père, qu'on commence à avoir cette nouvelle percée des États-Unis en Afrique où ils travaillent directement avec les pays, avec les entreprises africaines. La guerre du Golfe est passée par là, donc il fallait quand même changer la dépendance, passer d'une dépendance des pétromonarchies du Golfe vers celle du Golfe, vers celle du Golfe de Guinée. Donc ça fait que l'Afrique est véritablement revenue dans le jeu américain et l'Afrique et les États-Unis se sont implantés directement sur le continent africain. Donc Obama il n'innove pas. Il est dans une tradition qui a été établie. Chacun des présidents depuis Bush a laissé un programme en héritage aux Africains. Oui, mais on dit souvent que George Bush, par exemple, a fait plus. Alors, est-ce vrai ou pas? A fait plus pour l'Afrique que Obama, notamment dans l'aide, dans la lutte contre le sida, où il a déversé beaucoup d'argent. Les Clinton aussi, la même chose. Donc, est-ce qu'il n'était pas un peu en dessous, lui, Obama? Il était complètement en dessous. Je crois qu'il faut qu'on juge Obama selon le contexte. C'est vrai, c'est d'abord le président des États-Unis avant d'être un fils de
de l'Afrique. Mais il y a des contextes. Bush était dans un certain contexte. Obama vient avec, je dirais, une description du job qui est différente que celle de George Bush. Donc c'est normal que ses priorités soient d'abord des priorités américaines. Mais aujourd'hui, par rapport au discours qu'il a tenu aussi bien au Kenya qu'en Éthiopie, il y a quelque chose de fort qui a été dit. Je pense, par exemple, sur la question de l'homosexualité en Afrique. Quand il dit ce n'est pas parce que quelque chose n'appartient pas à votre passé ou parce qu'un interdit appartient à votre passé que c'est un interdit qui est bon. Hein, affronter cette question-là de la culture africaine. Effectivement, ce discours dans la bouche d'un François Hollande paraîtrait comme un discours paternaliste, mais dans la bouche d'Obama, c'est un discours de vérité. Et c'était important qu'il le dise. La question des mandats. Je pense, vous êtes burundais quand même. Donc on dit donc la question quand même du Burundi, ça vous intéresse. Et d'ailleurs, il a cité Pierre Nkurunziza et ce troisième mandat qu'il va faire. Exactement, parce qu'on est aujourd'hui dans la caricature. On est d'un côté dans une Afrique qui a des taux de croissance de 8%, etc. Mais la question... c'est de la dignité des humains, comme il a dit. Hein. Quand on parle de la concurrence Chine-États-Unis ou Chine-monde occidental, la question c'est de savoir si la Chine l'emporte, ça veut dire que la dignité aura régressé en Afrique. Si l'Occident remporte, je pense que la question des droits de l'homme et de la démocratie sera prise en compte plus ou moins. Donc je voudrais dire que l'important aujourd'hui, c'était que Obama, le président des États-Unis, dise ce que pensent la plupart des Africains, des jeunes Africains surtout. Et les jeunes Africains, qu'est-ce qu'ils veulent? Comme il a dit, le droit à la parole, le droit de pouvoir élire ses présidents, le droit d'avoir les mêmes règles communes respectées par tout le monde. Sortir de cette époque-là où on avait des présidents qui pensent qu'ils sont propriétaires de leur pays et qui le sont à vie. On va justement écouter le président américain Barack Obama et ensuite je vous donne la parole à Antoine Glaser. Quand un dirigeant tente de changer les règles au milieu de la partie, juste pour rester en poste, il met en péril la stabilité, comme nous l'avons vu au Burundi. Et ce n'est souvent que la première étape vers un chemin parallèle. Et parfois, vous entendrez un dirigeant dire « Je suis le seul capable de garder mon pays uni ». Si cela est vrai, alors ce dirigeant a vraiment échoué à construire son pays. Antoine Glaser. Non, mais c'est bon, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est la façon dont il le dit, tout ça, ça paraît toujours beaucoup plus fort. Mais si on veut se faire l'avocat du diable et un peu, voilà, Obama, il y a des dossiers qui fâchent dont il ne parle pas. Ils ont, pendant des dizaines d'années, ils ont fait en sorte qu'il y ait un Soudan du Sud, l'indépendance du Soudan du Sud. C'est un échec total. Il y a vraiment il y a un premier vice-président qui est en train de se battre avec le président. Je veux dire, il y a un certain nombre de dossiers. Les pays comme l'Éthiopie, par exemple, c'est vraiment pas le pays des droits de l'homme. Mais à partir du moment où les Américains, depuis Restore Hope, là, de 93-94, quand il y avait 25 000 en Somalie, 25 000, c'était des ninjas qui débarquaient sur les plages en Somalie, et quand les Américains ont vu 19 soldats se faire lyncher à Mogadiscio, dans les rues de Mogadiscio, il n'y a plus d'Américains qui foutent les pieds sur le continent africain, sauf des instructeurs et autres. Il y a 3200 soldats américains à Djibouti, sur la base de Djibouti. Mais les États-Unis, ils sont offshore, c'est avec des drones, ils tapent avec des drones, et ils ont des supplétifs, excusez-moi du terme, entre guillemets. Eux, le tirailleurs sénégalais sont quand même les Éthiopiens pour aller combattre les Chebabs en Somalie, et les Kenyans et autres, dans toute la région. Est-ce que c'est pas normal, Antoine? Est-ce que c'est pas normal que ce soit les Africains qui règlent leurs problèmes sur le continent, pas les Américains? Tout ça pour dire que c'est très intéressant. Au contraire, par rapport à la France, c'est très intéressant de voir justement la France qui reste en première ligne pour faire. Mais ce que je veux dire, c'est que la priorité des États-Unis, le pétrole sur le plan économique dans tout le golfe de Guinée, à partir du moment où ils ont leur gaz de schiste, et puis qu'il y a l'Iran qui revient sur le marché, à mon avis, le pétrole africain pour les Américains, ça les intéresse beaucoup moins. Il va monter de 15 à 25% les importations du golfe de Guinée. À mon avis, la stratégie est abandonnée. À part ça, ils ne veulent pas perdre non plus leur position sur l'ensemble du continent. Mais ils ont un discours qui est super beau, mais je veux dire, ils ont les intérêts géostratégiques, c'est la lutte anti-terroriste dans la Corne de l'Afrique, et puis avec
On va voir la carte d'ailleurs. Du Nigeria jusqu'à la Somalie. Le reste, passant par le Sahel. Le reste, voilà. C'est-à-dire, si la France veut avoir 10 000 soldats et s'occuper de chasser les djihadistes au Mali, c'est pas les Américains qui vont être gênés. Hein. Non, la France aujourd'hui est presque le tirailleur sénégalais des États-Unis, puisque dans la plupart des cas, que vous soyez au Tchad, que vous soyez au Niger... c'est les Français qui sont au sol et les Américains qui apportent du renseignement aujourd'hui. Et les avions et la logistique. Les Français, ils ont absolument besoin de la logistique américaine. Ouais, il y a plusieurs bases. Hein. Il y a des bases que vous disiez à Djibouti, il y en a aussi... La grosse base américaine, elle est vraiment à Djibouti et c'est la seule base. Il y a 3200 soldats, puis il y a des instructeurs au Niger ou ailleurs. Et puis surtout, c'est eux qui prêtent leurs drones. Enfin, c'est une répartition des tâches au Niger ou ailleurs, c'est les Américains. Et c'est vrai, quand vous discutez avec des militaires français, ils vous disent, sans les Américains, au niveau logistique, on ne pourrait pas faire grand-chose. Hein. Pierre Boisset, c'est une stratégie qui a fonctionné, cette stratégie justement américaine, parce que quand il était au Kenya, il a dit les Shebabs aujourd'hui ont reculé. Donc le fait qu'ils ne soient pas au sol, et avec des armées africaines au sol, des Éthiopiens, des Kenyans notamment, est-ce que ça fonctionne pour faire reculer les terroristes, notamment les Shebabs en Somalie? Ça fonctionne mieux. Il y a quand même eu un attentat terroriste alors qu'il était à Mogadiscio, alors qu'il venait d'arriver au Kenya. Ça fonctionne mieux qu'au début des années 90, quand les Américains étaient au sol et que ça se passait très très mal. Ceci dit, c'était il y a maintenant 20 ans. Donc il y a des progrès qui ont été faits. Donc c'est les forces de l'Union africaine qui interviennent exclusivement aujourd'hui en Somalie. Les pays de la région ont intérêt à régler le problème. Mais ça se fait aussi quand même avec beaucoup de pertes. Hein. On en parle peu, mais il y a beaucoup de soldats africains qui sont morts dans cette guerre en Somalie. Et parfois, je crois qu'il y a beaucoup de Burundais d'ailleurs. Voilà. Juste pour nuancer un tout petit peu, il y a peut-être un élément qui peut commencer à intéresser les Américains et qui n'était pas présent il y a 10 ou 15 ans, c'est le début de décollage économique de l'Afrique. Je pense qu'il y a peut-être une pression, certes modeste, mais d'une partie des grandes multinationales américaines sur Obama pour lui dire il faut pas laisser trop la place aux Chinois dans ce continent qui est en train de décoller économiquement. Là, en Éthiopie, là où il était, ça va être le pays qui, dans les 3 prochaines années, selon la plus forte croissance mondiale, plus 9%, je crois, de croissance. Incroyable quand même. Plus 10, même presque. 10,5, ouais. La plus forte croissance mondiale pour les 3 ans qui viennent, d'après la Banque mondiale. Ouais. On va en parler justement de la dimension économique. Et je vous donnais la parole, David Yacoundji, tout de suite dans la seconde partie de notre débat. Mais avant cela, le rappel des titres, c'est tout de suite.